Cette partie va évoquer la période strictement maoïste, une période au cours de laquelle la Chine, dirigée par Mao Tse-tung, va mettre en place sa propre politique intérieure et extérieure, détachée de la tutelle de l'URSS. La mort de Staline en 1953 marque un tournant. Les relations entre Mao Tse-tung et son successeur, Nikita Khrouchtchev, ne sont pas bonnes. Les deux puissances communistes vont s'éloigner pour aboutir à la rupture sino-soviétique quelques années plus tard. Sur le plan intérieur, Mao Tse-tung va mettre en place un communisme à la chinoise, avec le lancement de sa grande politique, le Grand Bond en avant, en 1958. Le Grand Bond en avant vise comme objectif de rattraper l'Angleterre au niveau industriel en 15 ans. Il se base sur une structure, la commune populaire, qui regroupe 5000 familles, sur une superficie de 4500 hectares à peu près. L'objectif de ces communes populaires, dupliquées au nombre de 26 000 dans toute la Chine, est de parvenir à l'autonomie industrielle et agricole. Dès l'année suivante, 1959, les retours ne sont pas bons. Le grand bond en avant a conduit à un désastre, la désorganisation de l'économie a provoqué des famines. Celles-ci sont accentuées par des catastrophes naturelles. La politique de Mao Tse-tung va se radicaliser, en particulier avec cette fameuse campagne des 4 nuisibles, où les responsables désignés de l'échec sont les animaux qui seront exterminés. Cet échec va conduire à la mise à l'écart de Mao Tse-tung. On va lui donner des fonctions honorifiques au sein du PCC. La réalité du pouvoir en Chine sera détenue par ceux qu'on appelle déjà les pragmatiques, Liu Zhaoqi et surtout Deng Xiaoping, qu'on retrouvera plus tard. Mao Tse-tung va parvenir à revenir sur le devant de la scène lors de la révolution culturelle prolétarienne qui commence en 1965. Il s'agit d'une reprise autoritaire de la main par Mao qui va éliminer ses opposants en s'appuyant sur l'armée et surtout sur la jeunesse fanatisée dans le corps des gardes rouges. Son livre célèbre, le Petit Livre rouge, va agir comme un instrument de propagande très fort. Les intellectuels et ennemis proclamés du parti vont être éliminés, humiliés publiquement et envoyés dans les camps de concentration à la chinoise, les fameux laogai. Mao est considéré aujourd'hui par certaines revues, certains historiens, comme le dictateur communiste qui est le plus grand criminel de l'histoire. Sa politique et ses répressions ayant conduit à la mort de dizaines de millions d'individus en Chine. Sur le plan étranger, qui est le thème qui est au centre de cet axe, la Chine, sous Mao Tse-tung, sort progressivement de l'isolement. Elle mène une diplomatie active, notamment en direction du tiers-monde. Cette politique est incarnée par un homme, véritable ministre des Affaires étrangères de Mao Tse-tung, Zhou Enlai, qu'on voit sur cette photographie, qui va se rendre lors de nombreux voyages dans les pays du tiers-monde, et en particulier en avril 1955 à la conférence de Bandung, conférence des pays récemment décolonisés, les non-alignés. La Chine s'autoproclame comme leader des pays en voie de décolonisation. Elle mène une propagande active en ce sens, en aidant les zones qui sont sous influence européenne ou états-unienne. Par exemple, lors de la guerre du Vietnam, elle apporte un soutien à la guérilla communiste Viet Cong. Cette affiche de propagande montre bien le message envoyé par la Chine au tiers-monde. Les Chinois se proclament frères des peuples oppressés par l'Occident et les États-Unis. Autre ouverture tout à fait inattendue, au cours des années 71 et 72,
on assiste à une ouverture entre la Chine communiste et les États-Unis. Alors cette ouverture va se faire de manière un peu incongrue par ce qu'on va appeler la diplomatie du ping-pong. Il s'agit d'une visite des sportifs états-uniens de tennis de table en Chine qui vont affronter les Chinois, ce qui va permettre une ouverture. Et l'année suivante, on va avoir une visite officielle du président Nixon en Chine. Il va rencontrer Mao Tse-tung et va se mettre en place des relations diplomatiques en pleine guerre froide. Alors le bénéfice pour la Chine est évidemment important car elle va intégrer l'ONU, notamment le Conseil de sécurité, à la place de Taïwan. Le maoïsme va être une période où la Chine va profiter d'un certain rayonnement à l'échelle mondiale. Le grand timonier va acquérir une certaine célébrité dans les milieux occidentaux d'extrême gauche, une jeunesse qui a un désir de révolution. On trouve par exemple en mai 68, lors des événements étudiants, des portraits de Mao et des jeunes qui se disent maoïstes. Le maoïsme est à la mode. Souvent on ignore évidemment le bilan humain catastrophique que sa politique a provoqué sur la Chine.